L'avantage des voies aériennes, c'est que ce sont des organes creux dans lesquels nous pouvons aller voir directement. C'est à partir de là que le concept d'endoscopie a été développé. Chez l'enfant, les contextes qui nous conduisent à proposer une endoscopie vont être différents en fonction de la tranche d'âge. Avant l'âge de 6 mois, c'est essentiellement de la pathologie congénitale, nous n'en parlerons pas car cela sort du cadre. En revanche, après l'âge de 6 mois, nous allons être dans les pathologies acquises, essentiellement d'origine infectieuse, que sont les laryngites, mais ces laryngites peuvent parfois en imposer pour des corps étrangers, qui eux sont la deuxième grande pathologie connue de tous et qui malheureusement chaque année conduisent au décès d'enfants. La réalisation d'une endoscopie des voies aériennes de l'enfant n'est pas un geste anodin, qui peut parfois très mal tourner, en particulier si l'enfant est instable, ou si toutes les règles de sécurité n'ont pas été scrupuleusement respectées. Nous allons voir quelles sont ces règles de sécurité, en particulier la préparation de la salle avant l'entrée de l'enfant, ensuite quelles sont les règles à respecter pendant l'endoscopie, et enfin, surtout, ne pas débarrasser le matériel d'endoscopie, le laisser monter tant que l'enfant est encore en salle et n'est pas réveillé. À l'issue de cela, nous verrons un panel un peu général de toutes les pathologies, les plus fréquentes en tout cas, qui peuvent être rencontrées au cours d'une endoscopie pédiatrique. Ce qu'il faut en retenir, c'est que l'endoscopie de l'enfant est un geste qui peut sauver une vie, qui peut être extrêmement important, mais qui aussi peut être extrêmement dangereux, surtout si l'on ne respecte pas ces règles de sécurité et sur lesquelles nous insistons. Première étape, avant que l'enfant ne soit en salle, voyons l'aspiration qui est préparée, qui est vérifiée, et 3 sondes de taille différentes qui sont mises idéalement par ordre croissant ou décroissant de taille. Ensuite, on sait de DABAC qui vont nous donner la correspondance entre les tranches d'âge et de poids de l'enfant d'une part et les différents bronchoscopes et son intubation d'autre part, qui vont nous aider à choisir le bronchoscope. Et nous voyons que ces ABAC restent accrochés à demeure sur le meuble avec lequel nous réalisons les endoscopies. Le bronchoscope est choisi, il est monté, vous voyez un prisme qui a été inséré, ensuite le raccord qui va permettre d'accrocher l'optique et de la verrouiller sur le bronchoscope. Et toujours prévoir qu'en cas d'urgence, on doit pouvoir ventiler l'enfant à l'aide de ce dispositif. C'est pourquoi un raccord annelé est mis en place qui pourra être secondairement branché sur les circuits d'anesthésie. Si l'endoscopie est effectuée dans le cadre d'un syndrome de pénétration bronchique avec suspicion de corps étranger des voies aériennes, il est bien évident que des pinces à corps étranger de longueurs différentes avec des mords différents seront préparées et disposées sur la table comme vous le voyez sur cette photo. L'enfant est ensuite et seulement ensuite entré en salle, elle est installée sur la table. Donc une vue générale du meuble avec les différents éléments qui peuvent servir dans l'urgence. L'opérateur pendant ce temps prépare les éléments vidéo. À noter qu'il est bien de pouvoir enregistrer tous les examens, d'une part à visée médicale, d'autre part à visée médico-légale. Le premier temps de l'endoscopie sera en fait une fibroscopie, l'enfant étant partiellement éveillé, ce qui va nous donner une bonne idée de la dynamique laryngée, d'une part, et d'autre part, de l'aspect de ces voies aériennes en phase d'endormissement. Donc on voit l'enfant qui est légèrement sédaté, on réalise la nasofibroscopie qui va nous donner une bonne image de la dynamique laryngée et pharyngée également. Une fois que tout cela va être réalisé, élément fondamental, la réalisation d'une anesthésie locale. Pendant ce temps, l'anesthésiste, lui, endort l'enfant et nous disposons pour l'anesthésie locale d'un cathéter micro-perforé qui est relié à une seringue dans laquelle est introduite de la xylocaïne. Premier temps, le spray de xylocaïne sur la margelle laryngée, tout cela bien sûr réalisé par l'anesthésiste, qui secondairement va introduire le cathéter micro-perforé et la seringue pour faire une anesthésie locale étagée de l'arbre aérien.
Une fois que la locale a agi et que l'anesthésiste a ventilé l'enfant, il cède sa place à l'opérateur. Vous voyez qu'on insiste également sur le fait que l'enfant doit être couvert afin de limiter les échanges thermiques. Une sonde nasopharyngée est mise en place qui permet d'apporter les gaz frais, aussi bien anesthésiques que l'oxygène, et commence l'endoscopie, toujours par un temps d'aspiration. On inspecte ensuite la région supraglottique. On réaspire alors souvent un petit peu dans la région sous-glottique. Et on pratique ensuite l'endoscopie dans la région sous-glottique et potentiellement jusqu'à la carène. Et parfois, on peut avoir, comme c'est le cas chez cet enfant, une sténose qui nous empêche de progresser. Une fois que l'endoscopie est réalisée, et s'il y avait un corps étranger, que le corps étranger est enlevé, on attend que l'enfant soit éveillé et soit sorti de salle afin de pouvoir enlever le bronchoscope et le démonter. Nous allons envisager un rapide survol des différentes pathologies qu'on peut rencontrer dans le cadre d'une endoscopie. Nous avons choisi pour cela un ordre qui va être simplement l'ordre de progression du fibroscope, à savoir l'ordre anatomique. Tout d'abord, le vestibule laryngé, avec bien sûr le laryngomalacie, qui sont les anomalies supraglottiques les plus fréquentes. Nous voyons un enfant ici portant une laryngomalacie avec un magnifique tirage. Cet enfant, bien sûr, a été opéré et la laryngomalacie a pu être corrigée. Vous voyez le balancement thoraco-abdominal qui est assez typique dans les dyspnées laryngées du tout petit. Autre élément dans la région supraglottique, la pathologie tumorale. Nous voyons ici un exemple de tumeur de l'épiglotte. Donc l'optique va franchir cette tumeur pour voir le reste du larynx qui est lui parfaitement normal. Autre exemple, ce kyste du carrefour des trois replis. Et je vous laisse imaginer l'état respiratoire de l'enfant. Autre pathologie beaucoup plus fréquente, les brûlures caustiques avec en particulier des produits ménagers de type Destop ou autres dérivés de soude caustique. Vous voyez l'épiglotte qui a été complètement synéchiée au fond. Nous descendons d'un étage avec le plan glottique et la papillomatose laryngée qui est une des pathologies extrêmement redoutée de tous, même si elle n'est pas très fréquente, redoutée de par son potentiel dyspnéisant et de par son potentiel de récidive. Et les papillomatoses laryngées peuvent bien sûr s'accompagner d'une atteinte trachéale. Malformation beaucoup plus rare, les diastèmes laryngo-trachéo-œsophagiens, c'est-à-dire une communication entre l'axe aérien et l'axe digestif. Il y a une classification pour ces diastèmes qui est celle de Benjamin Inglis, qui est la plus utilisée avec 4 stades. Nous avons ici un exemple endoscopique d'un diastème de grade 4, avec donc une communication complète de la trachée avec l'œsophage. Voici un exemple de paralysie laryngée bilatérale en ouverture. Vous voyez que la fermeture du plan glottique ne se fait pas. L'enfant essaye de fermer son larynx, mais n'y parvient pas. Et ces formes-là sont très difficiles à diagnostiquer. Franchissons les cordes vocales, passons dans la région sous-glottique avec les hémangiomes, ici dans sa forme typique postéro-latérale gauche. Et on se rend compte que c'est un hémangiome puisqu'il se laisse aisément déprimer par l'optique en passant. Forme un peu moins typique, mais qu'on retrouve néanmoins assez fréquemment, c'est une forme bilatérale, droite et gauche. Et là aussi, les deux lésions se laissent parfaitement repousser par l'optique. Beaucoup plus rares, les kystes sous-glottiques qui peuvent être congénitaux, comme c'est le cas de celui-ci, ou acquis,
Et dans les cas des formes acquises, on retrouve dans les antécédents une intubation de l'enfant au cours des semaines ou mois qui ont précédé. Les pathologies infectieuses avec les laryngites sous-glottiques, nous voyons ici une forme dyspnéisante, mais il y avait à l'anamnèse un gros doute avec une possibilité de corps étranger, c'est pourquoi cette endoscopie a été réalisée. Nous voyons que c'est une forme bactérienne puisqu'il y a des dépôts blanchâtres tout le long. Les laryngites peuvent être également post-intubation, c'est le cas pour cet enfant et vous voyez l'empreinte qu'a laissée la sonde d'intubation dans le larynx et la très importante réaction inflammatoire qui s'est faite autour de la région de la sonde. Cela fait le lit bien sûr des sténoses qui peuvent être glottiques comme dans ce cas ou sous-glottiques et ces sténoses peuvent être acquises ou congénitales. Passons à la pathologie trachéale avec le premier élément qui est la trachéomalacie. La trachéomalacie qui est définie par une modification du rapport entre la circonférence réalisée par les anneaux cartilagineux d'une part et la largeur du mur postérieur de la trachée d'autre part, comme vous le voyez sur ce schéma. Nous en avons un exemple ici, sur un enfant chez qui vous voyez une fistule à la paroi postérieure, donc c'est typiquement un enfant qui était porteur d'une atrésie de l'œsophage opérée. Autre forme, où vous voyez la paroi postérieure de la trachée qui vient quasiment mouler la paroi antérieure. Passons aux compressions extrinsèques, qui peuvent être soit réalisées par une tumeur, comme c'est le cas ici, soit parfois par des éléments vasculaires, comme nous le voyons. Nous voyons très bien battre à la partie inférieure et gauche de la trachée une crosse de l'aorte qui vient comprimer et qui entraîne parfois donc des troubles respiratoires. Les fistules trachéoesophagiennes, pour lesquelles nous sommes parfois amenés à faire des endoscopies afin de comprendre pourquoi il y a d'abondantes fausses routes chez ces enfants. Et ce que nous voyons ici, c'est en fait une fistule qui est située entre les deux bronches souches. Donc bronche souche gauche et droite, et la flèche qui vous montre l'orifice de la fistule. Toujours dans le cas des fistules, fistule congénitale, marquée par ce petit symbole bleu. Et lorsqu'on introduit un cathéter par cette fistule, là nous sommes dans le versant œsophagien, vous voyez le cathéter qui a été mis en place par la trachée. On peut également avoir des sténoses trachéales qui peuvent être là encore congénitales ou acquises. Et on passe ensuite à la pathologie bronchique avec d'une part les compressions extrinsèques, comme nous le voyons ici au niveau de la bronche souche gauche, qui est complètement écrasée dans ce cas-là par une cardiomégalie, et les corps étrangers que nous avons mis délibérément dans les bronches, alors qu'ils peuvent atteindre en fait l'ensemble de l'arbre aérien. Pourquoi le mettre dans les bronches? Parce que les plus fréquents sont des corps étrangers de petite taille qui peuvent rentrer jusque dans les bronches souches. Autre exemple de corps étranger, un corps étranger qui lui est fixe, contrairement à celui que nous avons vu qui était parfaitement mobile. Et vous voyez ces flèches qui vous montrent un élément métallique, même s'il n'est pas très facile à distinguer. On le voit beaucoup mieux sur cette autre incidence. Et lorsque l'optique descend, bronche souche gauche, nous arrivons sur un élément masqué par des granulums qui était en fait un ressort de stylo.